Merci pour cette gentille introduction et je tiens aussi à remercier le comité d'organisation qui me donne l'opportunité de présenter un petit peu où en est la chimie dans le cadre de l'autoréparation et comment le vivant nous inspire au quotidien pour générer de nouveaux assemblages. Alors, comme il a été présenté, je travaille plus précisément sur les molécules cycliques parce qu'elles ont des propriétés intéressantes, plus particulièrement avec la cyclodextrine, parce que c'est une molécule qui est biosourcée, elle est obtenue par dégradation enzymatique de l'amidon, et donc elle a en plus chimiquement, on voit les motifs glucopyranose ici, avec de nombreux groupements hydroxyles, donc ce sont les OH que vous avez ici, qui permettent aux chimistes de faire un certain nombre de modifications et donc de pouvoir les insérer dans un certain nombre de formulations en augmentant la compatibilité. Donc, ces cyclodextrines sont déjà très utilisés dans l'industrie pharmaceutique pour piéger par exemple des antibiotiques qui sont insolubles dans l'eau, mais aussi dans l'agroalimentaire pour, par exemple, enlever une molécule qui serait amère, comme par exemple dans le lait de soja, ou pour faire des assemblages en complexant à l'intérieur de la cavité ici des molécules plus ou moins hydrophobes qui permettent d'obtenir des assemblages. Donc, c'est ce qu'on va un petit peu regarder aujourd'hui. Alors, ces cyclodextrines peuvent être utilisés donc, pour faire de l'autoréparation. Alors, pour faire de l'autoréparation, il y a deux approches qui sont données dans la littérature quand on est chimiste. Une approche qui est purement interaction physique, donc qui sont plus faibles que les interactions chimiques covalentes, même si on voit ici qu'on a un certain nombre de chimies un petit peu qui donnent des interactions plus fortes qui peuvent être réversibles aussi, qui peuvent être intéressées pour faire de la cicatrisation. On voit ici que la cyclodextrine est représentée avec son pouvoir complexant par le biais de la cavité qui permet de faire une interaction réversible et donc donner lieu à la propriété d'autoréparation. Mais nous, on va voir qu'on veut utiliser en plus de cette propriété de la cyclodextrine une autre propriété. Et donc, on rappelle donc sur cette slide que donc la cyclodextrine, représentée ici en rouge, un peu comme un abat-jour, permet de complexer, donc c'est une molécule cyclique qui permet de complexer une autre molécule dans sa cavité. On voit que si on utilise une molécule représentée ici en noir et qu'on met une molécule cyclique portée sur cette molécule, on obtient un pseudo-rotaxane, un peu comme une altère. Et si on bloque les extrémités par des groupements volumineux qui peuvent être chimiquement n'importe quelle molécule, on obtient ici des rotaxanes. Et nous, on va s'intéresser plus particulièrement à ces deux autres populations qui sont les pseudo-polyrotaxanes, c'est-à-dire qu'on met plusieurs molécules cycliques sur une chaîne, un peu comme un collier de perles. Et ici, le collier ne serait pas fermé, et donc les perles peuvent se désenfiler, alors que dans cette deuxième structure, on a un collier de perles, donc toujours ces molécules cycliques, avec un nombre qui peut être contrôlé sur une chaîne, et des groupements volumineux chaque extrémité pour bloquer et éviter que les perles se désenfilent du collier. Alors, chimiquement, obtenir donc, le pseudo-polyrotaxane, c'est-à-dire ce fameux collier de perles sans ses fermoirs, on va dire ça comme ça, ce n'est pas très difficile, il suffit de faire une solution saturée avec la cyclodextrine, donc cette petite molécule représentée en rouge, et d'ajouter par exemple une chaîne polymère de polyoxyde d'éthylène qui est très utilisée en biologie parce qu'elle est biocompatible, cette molécule, si les masses molaires ne sont pas trop importantes. Donc on obtient par précipitation très spontanément ce pseudo-polyrotaxane, c'est-à-dire le collier de perles sans les fermoirs. Malheureusement, cette molécule, on ne peut pas en faire grand-chose parce que dès qu'on la met en solution diluée, eh ben, les perles se désenfilent et donc on perd notre structure et notre auto-assemblage. Je vais démarrer juste cette petite animation pour montrer que, effectivement, si on veut stabiliser
cette structure et peut-être pouvoir obtenir des propriétés un petit peu intéressantes, il faut trouver une voie chimique qui permet de contrôler le nombre de molécules cycliques que l'on a sur la chaîne. Alors nous, au laboratoire, on a mis au point donc, un couplage radicalaire qui permet de contrôler le nombre de molécules cycliques portées par une chaîne polymère pour pouvoir bloquer donc cette structure avec un rendement élevé de l'ordre de 90% massique, alors que dans la littérature, la chimie d'Arada, qui avait été faite en 1999, donnait un rendement à peu près de 10% massique. Alors, suite à cette mise au point pour obtenir ces molécules, on a essayé de voir un petit peu comment ces pseudo et ces polyrotaxanes pouvaient être utilisés. Alors, dans un premier temps, on a fait une application en essayant de modifier la chaîne polymère qui était à l'intérieur des cyclodextrines. Donc, on était allé voir un polymère très utilisé en fait dans l'électronique pour faire les diodes électroluminescentes organiques. Le polyfluorène n'est pas très soluble dans des solvants courants et en plus, il présente l'inconvénient d'avoir des pertes de charge. En fait, on veut faire du transfert de charge le long d'une chaîne et malheureusement, on a des pertes de charge interchaînes et donc on est obligé de mettre ces groupements ici aliphatiques pour éviter ces pertes de charge. Et donc, en faisant la structure de type polyrotaxane, alors qu'il y a un autre type de polyrotaxane que celui qu'on a vu jusqu'à présent, ici, on met des molécules cycliques, mais on bloque à chaque motif pour pouvoir éviter que les cyclodextrines ou les molécules cycliques en fait, puissent voyager le long de la chaîne. Donc ici, en utilisant ces polyrotaxanes, on a réussi donc à augmenter le transfert d'électrons le long d'une chaîne, donc ce qui est important pour faire des applications dans l'électronique. Et puis vous avez vu qu'il y a un certain nombre de types de cyclodextrines modifiés, donc ici persilylés ou non, sur des gamma-cyclodextrines et qu'après on est passé à la bêta-cyclodextrine. Alors c'est juste qu'en fait il y a différents types de tailles de cavité, que la bêta-cyclodextrine est la plus courante et la moins chère et que pour faire des applications dans le domaine de l'électronique, le but c'était pas de tester toutes les cyclodextrines qu'il existait sur le marché, mais de trouver la mise au point qui permettait d'obtenir des matériaux qui soient commercialisables avec des coûts les plus faibles possibles. Une autre application, donc pendant quelques années, nous avons travaillé au laboratoire avec Menikon, qui est l'équivalent asiatique d'Essilor, sur des lentilles de contact. Donc les lentilles de contact sont faites avec du PDMS, donc du polydimethylsiloxane. Ce polydimethylsiloxane est utilisé parce qu'en fait, c'est un polymère, alors on se bat un petit peu, c'est inorganique, organique, parce qu'on reconnaît les groupements CH3 et l'oxygène qui est utilisé en chimie organique et le silicium qui est en chimie inorganique. Et donc, ce polymère est utilisé pour faire des lentilles de contact parce qu'il est très perméable à l'oxygène. Et vous savez peut-être que pour supporter une lentille sur l'œil, l'important, c'est qu'on ait une très bonne perméabilité à l'air. Donc, ici, nous avons travaillé pour faire la mise au point de la synthèse de ce nouveau polyrotaxane, parce que la grande difficulté, c'est que la solubilité des molécules cycliques, ici représentées en rouge, et de cette chaîne polymère étant très différente, elles n'avaient pas tendance à vouloir rester dans le même milieu. Et donc, il a fallu mettre au point une chimie qui permettait de contrôler le nombre de molécules cycliques portées par la chaîne sans qu'on ait le désenfilage de ces molécules cycliques. Donc, on voit avec ces exemples que dans un premier temps, on a essayé de contrôler la chaîne, c'est-à-dire le polymère intérieur qui était dans ces cyclodextrines. Ayant mis au point donc un certain nombre de synthèses de polyrotaxane, nous avons eu l'idée ensuite de contrôler notre capacité à synthétiser des polyrotaxanes avec un plus ou moins grand nombre de molécules cycliques pour en faire des nanotubes de cyclodextrine en couplant les cyclodextrines les unes avec les autres lorsqu'elles étaient portées par la chaîne polymère, comme on le voit ici, avant d'hydrolyser, c'est-à-dire de couper les groupements bloquants et volumineux et enlever la chaîne à l'intérieur pour obtenir un nanotube.
Alors, ceci a été fait donc, pour pouvoir faire, par exemple, des nanopores synthétiques. Et vous savez tous qu'il y a eu un réel engouement sur les nanotubes de carbone, mais que malheureusement, ces nanotubes de carbone sont très cytotoxiques quand ils sont utilisés dans des applications in vivo. Donc, nous, on a eu l'idée d'utiliser ces cyclodextrines parce que vu que c'est des dérivés de sucre, ce n'est pas du tout toxique pour l'homme, et on voulait voir si en faisant des assemblages avec des nombres de cyclodextrine plus ou moins grands, on pouvait garder cette non-cytotoxicité dans des applications. Et on voulait voir aussi si, quand on les insérait dans des bicouches lipidiques, on pouvait obtenir des nanopores synthétiques, qui est une thématique développée aussi dans l'équipe où je travaille. Alors, on a contrôlé donc l'intérieur. On a vu qu'on pouvait changer le type de polymère qu'on pouvait mettre à l'intérieur des molécules cycliques. On a vu qu'on pouvait enlever le polymère et donc obtenir un nanotube de cyclodextrine non cytotoxique qu'on peut d'ailleurs utiliser pour vectoriser un certain nombre de principes actifs. C'est une thèse qui est à l'heure actuelle en cours au sein du laboratoire. Et puis après, on s'est un petit peu intéressé à l'extérieur de ces cyclodextrines et de ces polyrotaxanes. Donc, on a voulu faire de la vectorisation et de la thérapie génique. Donc, pour cela, on a regardé si on pouvait modifier les cyclodextrines par des groupements. Vous savez tous que l'ADN est un polyanion chargé négativement. Donc, on a greffé sur nos cyclodextrines de la spermine. En pouvant jouer sur le taux de spermine greffée, on pouvait jouer sur la densité de charge. On changeait aussi la solubilité des polyrotaxanes. Et l'avantage, c'est qu'après, on pouvait faire des polyrotaxanes avec un plus ou moins grand nombre de molécules cycliques pour jouer sur par exemple, sa rigidité. Quand on a un grand nombre de molécules cycliques, on obtient un bâtonnet. Et quand on a peu de molécules cycliques, on a une chaîne qui est plutôt en pelote. Et l'avantage, c'est que vous aviez vu tout à l'heure, précédemment, on avait des groupements ici qui étaient hydrolysables, qui permettaient d'hydrolyser notre molécule pour éviter la cytotoxicité dans un certain nombre d'applications. Donc, pendant ces travaux, on a mis au point 2 voies de synthèse. Soit on faisait d'abord la modification des cyclodextrines, soit on synthétisait d'abord le polyrotaxane et après on greffait donc des groupements spermines pour obtenir un polyrotaxane hyperchargé avec deux types de conformations, soit en pelote, soit en bâtonnet. Donc ceci nous a permis d'obtenir pour la première fois des polyrotaxanes solubles en milieu aqueux, ce qui est quand même bien pour faire des applications en biologie, mais nous a permis aussi de voir qu'on était capable de contrôler les fonctions que l'on avait sur nos architectures. Alors, sur cette slide, on voit ici que beaucoup de gens travaillent sur des gels de polymères, et que contrairement aux gels de polymères qu'on a l'habitude d'utiliser couramment dans des applications en biologie, par exemple, avec ces polyrotaxanes, on est capable de faire ce qu'on appelle des sliding gels, c'est des gels glissants en français, c'est-à-dire que le fait que les molécules cycliques soient portées par la chaîne polymère, on disait tout à l'heure à la manière d'un collier de perles, ça veut dire qu'en faisant un pont entre deux molécules cycliques, comme représenté ici, eh ben, on garde quand même cette mobilité le long des chaînes. Donc, en utilisant les polyrotaxane fait à partir de PDMS que nous avions réalisé avec notre collaboration avec Menicon pour les lentilles de contact. On a réticulé ces systèmes et on a mis au point des éprouvettes à mémoire de forme qui, lors d'une collaboration entre Menicon et puis un laboratoire de Singapour, a permis de faire des fécondations in vitro en pouvant mimer en fait la sélection naturelle avec une sélection mécanique sur l'éprouvette. Une autre application, toujours avec ces types d'architecture, on a travaillé en collaboration avec la manufacture française des pneumatiques. Et donc, bon, même si je n'ai pas le droit de citer le type de matériaux qu'on utilise dans les pneumatiques, on a compris qu'effectivement, la difficulté qu'il y avait
avec ces types de polyrotaxane, c'était les cyclodextrines libres, les molécules cycliques qu'on pouvait avoir de libre, puisque si on réticule sur que les molécules cycliques, on va avoir des propriétés mécaniques très différentes que si on réticule notre système sur des cyclodextrines libres qui vont engendrer des nœuds fixes et des cyclodextrines portées par une chaîne qui font donc des nœuds coulissants. Donc, il y a eu la mise au point d'un brevet qui permet, par une technique très rapide et très peu coûteuse, de purifier dans des grandes quantités donc, les polyrotaxanes pour des applications diverses et variées. Donc, pour terminer sur ces applications, j'ai travaillé un petit peu avec une entreprise MEDER, donc c'est une entreprise de peinture, sur des systèmes, des vernis. Et donc, ici, je voulais vous montrer qu'en utilisant les polyrotaxanes donc, sur des vernis, donc on a fait arracher en fait le vernis avec un scalpel, hein, ce qu'on voit très bien ici à T0. En utilisant donc ces sliding gels, ces polyrotaxanes réticulés par les nœuds glissants, on voit ici que si on attend quelques jours, hein, J+4, on voit que la blessure faite avec ce scalpel se cicatrise complètement. Alors, vous voyez ici sur le schéma qu'on n'a pas obtenu la cicatrisation partout parce que les endroits où il n'y avait plus du tout de matière, effectivement, on n'est pas capable de recréer de la matière. Mais on voit quand même que si on fait on chauffe pour accélérer le phénomène, on a une cicatrisation totale ici sous microscope. Donc, c'est pour montrer qu'il existe effectivement les interactions physiques, il y a les liaisons covalentes chimiques réversibles qui permettent de faire la cicatrisation, mais il y a aussi ces systèmes glissants qui peuvent être utilisés pour faire de la réparation et qui peuvent même être utilisés pour ajouter une mémoire de forme à certains dispositifs pour pouvoir cicatriser un milieu. Donc, juste en conclusion, un petit rappel pour montrer qu'effectivement, ces systèmes polyrotaxanes donc, peuvent être utilisés en les compatibilisant avec plein de systèmes, puisqu'on peut modifier à souhait la chaîne polymère intérieure ou carrément enlever la chaîne polymère. On peut aussi modifier donc, les molécules cycliques et même changer de type de molécules cycliques. Moi, j'ai choisi de travailler avec la cyclodextrine parce qu'elle est biosourcée et biocompatible, mais on peut imaginer de travailler avec des calixarènes et des éthers-couronnes ou d'autres molécules cycliques. Et on peut les utiliser pour faire donc, des systèmes auto-réparants. Donc, on voit ici un gel habituel où on a des nœuds fixes qui, sous la contrainte, finissent par casser si la contrainte est trop importante. Dans le cas ici des sliding gel, on peut avoir donc ces nœuds qui coulissent et donc si la contrainte n'excède pas une contrainte trop importante, on peut avoir une cicatrisation beaucoup plus rapide du système. Donc, bien sûr, mes remerciements à tous les étudiants qui ont travaillé de près ou de loin sur ces systèmes, aux LAMB et puis plus particulièrement aux membres de l'équipe 4 qui ont collaboré sur ces différentes thématiques. Et aujourd'hui, une collaboration donc, avec le Collège de France pour essayer de cicatriser donc, des batteries lithium pour éviter que la durée de vie soit trop courte. Et puis, je tiens à remercier donc, les gens qui m'ont écouté et puis je suis prête à répondre à vos questions. Merci.